aux inscrits, physiothérapeute, et on m'a présenté membre de la Société française de physiothérapie, du groupe d'intérêt douleur, de la Société française d'études et traitements de la douleur, dont je suis responsable de la cellule des rééducateurs. Et je suis actuellement dans mon PhD sur les troubles de perception du corps et de la douleur chez les blessés médulaires. Donc là, moi, ma partie va être une petite partie introductive sur faire face à l'échec thérapeutique et quelques regards sur l'inefficacité des traitements et qu'est-ce qu'on pourrait suspecter comme étant des sources potentielles d'inefficacité de traitement. On peut être confronté à des cas où la personne vient nous dire j'ai un souci, on lui dit tente quelque chose et l'autre com change, mais pas forcément dans le sens qu'on voudrait. Est-ce qu'on considère que c'est un échec ou ce n'est pas un échec? C'est nous qui en faisons notre propre lecture et c'est le patient aussi à nous dire est-ce qu'il pense que les modifications qu'il a sont des échecs ou pas. C'est une phrase qu'on a souvent, que j'ai eu personnellement, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont aussi, c'est ce que je veux c'est ne plus avoir mal. Beaucoup de patients m'ont dit ça, je ne veux plus avoir mal, et il y a cette notion d'échec. Et on va essayer d'introduire quelques notions rapides. Qu'est-ce qui pourrait être l'échec pour le patient, il y a, mes collègues vont revenir plus en détail, mais on pourrait déjà voir est-ce que c'est l'échec de ne pas retrouver son intégrité, il n'arrive pas à retrouver toute sa fonction, retrouver son membre, retrouver un vécu sans douleur, ou est-ce qu'il n'arrive pas à atteindre certains de ses objectifs, il a des objectifs qui sont un peu surdimensionnés à un moment ou à un autre. Ça peut être des sources qui arrivent d'échec de la part du patient dans cette relation tripartite entre le patient, la recherche et le thérapeute. Ce qui arrive aussi, c'est que le professionnel peut avoir une sensation d'échec quand il n'atteint pas les objectifs du patient. Le patient dit je veux retrouver toute ma fonction, je ne veux plus avoir du tout mal au dos, et on n'arrive pas, on fait nos traitements et il ne répond pas. Et on ne sait pas, on n'arrive pas à l'amener là où est-ce qu'on voudrait qu'il aille. On veut qu'il arrive à bouger un peu plus, qu'il reprenne un petit peu son activité, et on n'arrive pas à l'amener là-bas. Ça peut être aussi un échec pour nous. Il y a ce petit labyrinthe, parfois les patients nous mettent un poids en disant vous devriez savoir où m'amener, et ils ont l'impression qu'on voit le labyrinthe du dessus et qu'on peut les guider, les amener, mais on n'est pas toujours très à l'aise avec ça et on n'a pas forcément tout le temps les bonnes solutions. Certains facteurs qui peuvent jouer, ça va être les conditions de fonctionnement au niveau social qui vont être abordées juste après. Et il y a un point de vue un peu plus orienté sur la recherche avec qu'est-ce qu'est l'échec thérapeutique. Dans les études, c'est souvent on va voir est-ce que la p-value est significative, est-ce que ce changement est cliniquement, statistiquement significatif, et voir s'il y a une différence entre le placebo ou entre deux thérapeutiques. Et il y a cette notion de statistique qui rentre et de recherche, et le problème d'une résolution complète. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces difficultés? Dans la recherche au niveau de la douleur, il y a une recherche qui est très vaste entre ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau du neurone, de ses récepteurs, du fonctionnement chimique de la cellule et des synapses. Et on peut trouver des choses qui expliquent une partie du fonctionnement, qui expliquent la sensibilisation, ce qui se passe au niveau de la cellule, comment elle fonctionne, trouver des molécules qui fonctionnent bien au niveau cellulaire, puis chez l'animal, donc on a du mal à transférer après chez l'humain, où on peut avoir des études qui montrent, des études de tractographie qui seront un peu plus à la mode maintenant, et de fonctionnement des réseaux dans le cerveau, de connexion entre différentes aires du cerveau qui pourraient expliquer ou être prédicteurs de douleur. On retrouve dans les études de Balicki par exemple, où on voit que certaines connexions dans le cerveau peuvent être prédicteurs d'apparition de douleur, mais on a du mal après à expliquer par une seule chose, par une seule connexion dans le cerveau, une seule activité dans le cerveau, les douleurs du patient. Donc on a un souci aussi après d'entreprendre des recherches plus vastes au niveau sociologique, au niveau des relations qu'a le patient. Là, les deux images que j'ai mises, vous pouvez voir ici, c'est des images sur le lien qu'a une personne avec tout son réseau social, LinkedIn. On voit là un peu ici sur le... C'est les petites relations qu'on a, qui ont une influence au niveau psychosocial sur la douleur, puis un dézoomage qu'on peut voir aussi au niveau des relations plus générales. Et ça, on manque parfois un peu de données sur ces différentes échelles, et surtout comment transférer ce qu'on a au niveau cellulaire à un niveau macroscopique et à un niveau plutôt sociétal. On a parfois des petites difficultés.
Donc c'est un problème de transférabilité des données qui peuvent expliquer une partie des échecs en disant bah, on a été très bon à un moment, puis après on perd d'efficacité quand on rajoute des dimensions et de la complexité au modèle. Ce qu'on peut avoir, c'est aussi des difficultés sur le diagnostic. On essaie de poser un diagnostic sur ce qui est un symptôme, la douleur est un symptôme, et on essaie d'en poser un diagnostic. C'est parfois un peu complexe de faire le lien. Et souvent, on a des problèmes parce que les outils qu'on a n'ont pas de bonne capacité clinimétrique. Ils peuvent nous dire, bah, voilà, j'ai tant de risques au départ, je fais mon test, j'ai beaucoup de risques en plus ou en moins. Mais on regarde là l'exemple de sources de douleur liées à un problème discal chez un patient. Et on voit que dans cette cohorte, 75 des patients qui ont été testés avaient des douleurs quand on reproduisait leurs douleurs quand on faisait irriter leur disque avec une brûlure. Et la qualité de dire, bah, est-ce que j'ai une centralisation, j'ai un test clinique qui me prédit une sensibilité du disque, fait varier la probabilité post-test. On augmente un petit peu, on passe de 75% à 95%, ou si c'est négatif, la personne n'a pas le signe clinique, la probabilité passe après le test qu'à 65%. Donc, le problème, c'est qu'on a peu de tests cliniques de bonne qualité qui arrivent à nous dire clairement, bah, là, j'arrive à éliminer un problème. On ne sait pas le faire. Donc ça peut être une des causes aussi d'échec qu'on a. C'est que j'ai des tests cliniques qui peuvent être parfois très bons, comme on a sur des choses qui peuvent sembler très bonnes. Elles font varier, c'est vrai, nettement la probabilité, mais on reste avec quelque chose qui est présent et qu'on n'arrive pas à éliminer à 100%. C'est un souci qu'on a dans notre raisonnement clinique pour aller chercher les choses. Une autre chose qui apparaît, c'est les problèmes de sous-groupage. On a les classes nosologiques qu'on utilise, de dire bah, j'ai une douleur neuropathique post-zostérienne, j'ai une douleur neuropathique suite à une sciatique et une compression. On a l'impression de se dire bah, c'est des choses qui devraient être différentes, on devrait pouvoir les traiter différemment grâce à ces classes nosologiques, et pourtant les études montrent, c'est tiré d'un article de revue posé par Nadine Attal et Finrup et Bossiera, excusez-moi, où on voit qu'il y a, pour des étiologies différentes, on voit pour le VIH, pour le diabète, et des choses comme ça, on a des symptômes qui peuvent être différents, et en fin de compte, on a des sous-groupages différents à faire en fonction de comment se présente le patient, en fonction de est-ce que sa douleur est plutôt du picotement, plutôt du fourmillement, plutôt de la brûlure, plutôt de l'hypoesthésie ou de la lodynie. Et on voit qu'à travers des étiologies différentes, on peut avoir des sous-groupes qui sont transversaux. Des patients qui ont plus de douleurs provoquées, des douleurs plus spontanées. On a ça avec le NPSI, qui est un score qu'on peut utiliser, qui a été fait par le professeur Bossiera, où on a d'autres données qui apparaissent sur les tests quantifiés de sensibilité, où on regarde bah, comment fonctionne encore le système nerveux, et on voit qu'en fonction de comment il fonctionne, on peut avoir d'autres sous-groupes qui apparaissent. Donc on a un problème là maintenant, c'est que tout le monde ne fait pas ces tests-là, on ne sait pas toujours bien sous-catégoriser les patients, et peut-être qu'il faudrait dépasser la notion de classe nosologique, car elle n'est pas très clinique. Et ça a été montré aussi par une étude où on voit que la lidocaïne ne soulageait pas certains patients en moyenne. En moyenne, on n'avait pas d'effet. On donnait un traitement, et le traitement ne ressortait pas comme étant statistiquement significatif. Et le souci, c'est que quand on essaye d'extraire le sous-groupe des répondants qui correspond à un phénotype particulier, on voit que le traitement est en fait efficace. Donc, ce qui peut faire apparaître dans la recherche comme quelque chose de non efficace, c'est potentiellement qu'on n'a pas bien identifié la cible et qu'on n'a pas utilisé les bons critères d'inclusion de la cible et de faire les sous-groupages des patients. Un problème qu'on a aussi avec les sous-groupages, il y a plusieurs règles de prédiction clinique qui sont apparues pour essayer de détecter les patients qui peuvent s'améliorer avec les manipulations ou l'exercice dans la lombalgie, ceux qui peuvent s'améliorer avec les mobilisations pour les douleurs du canal carpien, les études de Fernandez et Las Peñas et autres, qui ont essayé de dire, bah voilà, il y a tous ces caractères-là qui ressortent, j'essaie de faire un sous-groupe avec des QST, avec des examens cliniques, et le problème c'est que ces études-là arrivent, disent, bon voilà, mes patients ont l'air de répondre qu'ils ont tel et tel critère, sauf que quand on reproduit l'étude, on n'arrive pas à retrouver les mêmes critères comme étant prédictifs de réponse. Donc on a un problème de faire des classes de sous-groupes qui soient efficaces et qui ont montré un impact sur le futur. Dans les règles de prédiction clinique les plus couramment utilisées, qui sont utilisées en exemple, qui ont montré un impact, c'est les règles
pour le triage des fractures, les règles d'Ottawa, qui ont montré un impact, où on sait que c'est bien ces critères-là qui sont les plus efficaces et qui ont un impact après sur le devenir du patient. Là, on a des classes, des sous-groupes qui sont proposés, mais on n'arrive pas encore à savoir si c'est les bons sous-groupes pour avoir un changement dans le parcours du patient. Donc c'est un des problèmes qu'on a qui explique au niveau de la recherche pourquoi on a encore des échecs. Et il y a d'autres facteurs qui jouent. Le poids de la relation thérapeutique. On sait que plus la relation thérapeutique est bonne entre le thérapeute et le patient, meilleures vont être ses réponses. Meilleure va être son adhérence, mieux va-t-il prendre ses traitements, plus il va être tendre à donner des informations d'amélioration. Le souci là-dessus, c'est que ce n'est pas forcément pris en compte dans la recherche. Un autre aspect qu'on a, c'est la définition. Qu'est-ce qui est cliniquement intéressant? On a les tests statistiques, nous sommes beaucoup habitués à regarder la p-value et à voir où est-ce qu'il y a la petite étoile ou les choses comme ça, pour dire voilà, ça c'est statistiquement intéressant. Mais quand on veut passer de l'étude statistique qui montre qu'il y a bien un point d'écart entre deux traitements, à la question de est-ce que c'est cliniquement pertinent, on a un souci, c'est qu'on ne sait pas bien définir au niveau statistique qu'est-ce qui est le cliniquement intéressant. Il y a plusieurs méthodes qui sont rapportées dans la littérature, entre demander aux patients, faire des analyses sur la variabilité de la mesure. On a du mal à définir qu'est-ce qui est cliniquement intéressant et on stagne à un moment de la recherche où on a des choses qui sont statistiques, mais on a des tailles d'effets qui sont faibles et on arrive avec du mal à dire, bah voilà, ça serait plutôt ce traitement-là qui pourrait changer les choses et peut-être faut-il repenser ça. Des petites solutions qu'on pourrait envisager au niveau du professionnel, avoir un examen plus standardisé qui puisse identifier mieux les sous-groupes qui peuvent exister, qui ont été rapportés en littérature, et savoir choisir son registre et son niveau d'action entre qu'est-ce qui est plutôt au niveau moléculaire, qu'est-ce qui est comportemental, qu'est-ce qui est social, qu'est-ce qui est au niveau du tissu que je peux changer pour mon patient. Mettre le patient au centre, mais pas avec un porte-voix. On sait que le patient doit être au centre, doit avoir sa place, mais il ne faut pas non plus qu'il ait une position prédominante sur le thérapeute, ce qui pourrait risquer de déséquilibrer les choses et amener des problèmes dont on va parler juste après. Et au niveau de la recherche, ce qui serait bien, c'est que les études deviennent plus complexes, prennent en compte plus de paramètres sur des plus gros échantillons, puissent analyser dans la thérapeutique qu'est-ce qui était un peu du comportement de la relation sociale avec le patient, qu'est-ce qui était du sous-groupage du patient, qu'est-ce qui était de la thérapeutique, de sa dose, parce qu'on a aussi des notions de problème de la taille des effets et de l'effet de la dose aussi, qui sont gênants. Et on manque d'études clinimétriques, on ne sait pas bien diagnostiquer les choses et repérer les patients, on ne sait pas bien faire bouger la probabilité après avoir fait un test. J'ai fait mon examen clinique, j'ai posé des questions, j'ai fait des tests, et j'ai peut-être une image derrière conceptuelle qui est juste théoriquement, mais quand on voit la probabilité, bah, en fin de compte, j'ai toujours autant de problèmes à discerner les soucis. Donc ce sont plusieurs pistes, et une petite réflexion avant que je laisse passer à professeur Le Breton, c'est quand on est en bonne santé et qu'on finit par tomber malade, c'est des choses qui sont aussi normales. Je vous remercie.